Bonjour à tous, eh bien, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. On va recevoir dans l'ordre M. Solvay qui est déjà là. Il est collaborateur de l'association Fiat Lux et puis il est adjoint au maire. Et puis surtout, il est venu parler du salon de l'artisanat. Bonjour. Bonjour Yannick, bonjour aux auditeurs de Canal 10 et bonjour à tout le monde, surtout partout. On va dire bonjour. Oui, m'a dit bonjour tout le monde Guadeloupe. On va recevoir et particulièrement nous dit D'accord. On va recevoir Mme Sylvie Gustave Duflo, elle est présidente de l'Office de français de biodiversité, mais elle est aussi marraine de cette manifestation qui démarre demain. On devrait la recevoir avec nous. Plus tard, on aura Nathalie Chevon, la directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, elle sera accompagnée de Amandine Louard, qui sont cette personne, elle est responsable de la SUNA, une agence immobilière qui utilise justement l'économie sociale et solidaire. Et puis nous aurons la chronique de Sandy Kelly, comme d'habitude, et on va terminer avec Nathalie Jacobi-Coali, avec elle on parlera de la légitime défense. Sinon, l'actualité, l'actualité, elle est aujourd'hui sociale, j'ai envie de dire domotienne, puisqu'il y avait une mobilisation ce matin devant le CHU, parce que vous savez que c'est le procès entre guillemets, de Élie Domota cet après-midi à partir de 14h devant le tribunal de Pointe-à-Pitre et ce matin devant le CHU. Il y a une grosse mobilisation. On verra un peu le reportage de Michel Depape dans un instant. Innovation et technologie. Orange essaie de se frayer un chemin dans ce difficile marché de la téléphonie et puis propose une nouvelle box. On va faire un petit point sur ça puisque la box 6 pour la Wi-Fi et pour les appels en 4G, elle est déjà disponible. Rendez-vous dans un instant avec le stand Némanico en reportage. Ouverture hier soir, c'était le festival Nouveau Regard, 5e édition. C'était donc aux Abîmes. Ils ont passé un film qui s'appelle Chahut, pas très mauvais, c'est à voir. Puis ce soir, il y a un petit film, un court-métrage d'une Guadeloupéenne qui s'appelle Sarah Démonio qu'on a reçu hier, et elle présente un film qui s'appelle Échabine sur le harcèlement des femmes. Ça doit vouloir son pesant de déplacement et puis l'exposition Marc Boine. Voilà un peu le sommaire. Merci d'être avec nous. Nous avons les autres en radio, en télévision. Radio CRHT, télévision, radio encore c'est C10 FM et la télévision c'est Canal. Et le proverbe du jour, à pas jou chat marché, il Est-ce que vous connaissez ça là? Arrêtez de connaître lui. Vous connaissez lui? On n'a pas besoin de votre traduction là alors? Non, pas besoin de votre traduction. Alors pour les gens qui ne pas connaître, à part chaque marché il faut laisser du temps au temps, avoir les vertus de la patience car tout arrive à temps. À qui c'est attendre? Il ne faut pas aux gens trop pressés dans la vie, trop pressés par faire jour ouvert. Et trop pressés par les petits chiens, et maman chien qui fait petit. Trop bonnet et que petit chien qui voulait marcher trop vite, il va faire les yeux fermés. Oui, absolument. Mais pourquoi vous sommes beaucoup corrects pour connaître le pays, pour connaître la réalité? On va parler au fin, on va y mettre ma jambe diffé. Hein? On va parler au fin, on va y mettre ma jambe diffé. Ni la pile non plus, pourquoi pour ne pas rapide? C'est clair. Ok, alors, Patrick Solvay avec nous, parce que je vous l'ai dit, il y a une manifestation, Salon de l'artisanat, c'est une manifestation très importante et au niveau écologique qui est importante pour les grands fonds. Les grands fonds, c'est Sainte-Anne, mais pas que. Et beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas ou ne prennent pas attention à ces grands fonds. Alors, Patrick, expliquez-moi qui gens vont mettre ça en place. Bien, écoute, c'est l'idée que j'ai mis pendant le confinement là, moi et Joël Grandisson, qui c'est des acteurs économiques, et nous avons dit que j'ai nous valoriser les grands fonds. En fait, ça a toujours inquiété moi, et puis depuis tous les mouvements politiques qui ont été faits, on a parlé d'unifier les grands fonds, développer les grands fonds, et rebattre les grands fonds, toute dimension qui a été tenue en Guadeloupe. Parce qu'il ne faut pas oublier que les grands fonds, c'était des greniers de la Grande Terre. Absolument. Et à travers les grands fonds, nous avons nourri presque toute la Guadeloupe. Donc, les grands fonds. Donc, ça n'a pas fait encore là? Non, ça n'a pas fait encore. Ah bon? Il faut nous être sincères, ça n'a pas fait encore. Pourquoi? Parce que l'agriculture intensive à grande échelle développée et les grands fonds, si vous voulez, pas ni relève non plus parce que pas une transmission. Pas une transmission parce que les grands fonds sont mode de culture, sont mode de développement. Au niveau de la transmission, à tous les niveaux, tant que sur le plan, le patrimoine culturel, immatériel et tout ça, sont transmission. Et si transmission-là, ça n'a pas assuré, eh bien, il y a une pauvreté dans les savoir-faire. D'accord? Donc, ça a toujours inquiété nous. Et donc, pendant le confinement, là, moi et Joël Grandisson, nous avons dit que bon, pour nous, pourtant, donc, puis, on donne envergure pour les grands fonds. Et c'est comme ça que nous jouons l'association Fiat Lux, qui sont une association qui est 70 ans à présent là. Et qui est une association qui a fait référence dans les grands fonds et nous dit que bon, il faut nous associer en association avec nous. C'est comme ça que nous associer Fiat Lux avec nous.
et l'association Fiatux, nous remercier d'ailleurs tout le monde qui prend ça à bras le corps et qui est avec nous, qui a roulé pour nous faire en sorte que nous réussissions salon de l'artisanat, du patrimoine matériel et immatériel, du développement durable des grands fonds. Alors, il faut quand même poser une question là. Qui est l'état les grands fonds actuellement? Les grands fonds ont dans l'état très préoccupant en pédie. Les grands fonds ont dans l'état préoccupant de par l'exploitation de carrières sauvages, de carrières sans autorisation, n'importe gens tout partout, qui ont gros problème, qui ont un gros problème même d'exploitation des carrières. Et il y a deux problèmes qui graves, trois problèmes qui graves pour les grands fonds. C'est le déboisement sauvage pour la fabrication de charbon. On va passer aujourd'hui là, on va voir une pièce bois bien, on va passer demain, 2-3 jours après, pièce bois là, j'ai rasé. J'ai rasé un charbon pied ou bien j'ai parti bois là pour faire des qualités maman charbon que nous avons tout partout fourré dans bois dans les grands fonds. Alors il y a une question quand même qui est posée par rapport aux grands fonds, c'est par rapport au parc naturel. Le parc naturel pas jamais étendu là. Ça dit que le parc naturel qui a passé là, il a fait parfois des relevés, des bêtises comme ça, mais pas ni pour action concrète. Parce que vous savez, le parc naturel, il prend l'eau partie à Fouré, Guadeloupe, l'eau côté dans l'eau commune dans la région côté. Mais heureusement, Danick, parce que. Mais non, mais ça bon. Ça préservé. Voilà. Mais ça, t'es dit, heureusement quand même que le parc naturel ne pas, pas trop mêlé. C'est-à-dire que nous voulons qu'un monde grand fond prend les grands fonds en main. Prends conscience. Parce que si nous sommes là pour tchéber le patrimoine là, donc ça, nous avons dit, c'est que nous 5 grands fonds. Nous 5 grands fonds là, ça fait une seule région. Grand fonds abonné et 5 communes. Abim, Gosier, Sainte-Anne, Maunalo et Moul. Mais bien sûr, tout Chazo, Maunalo, c'est les grands fonds. Tout 10 biscuits de ce côté-là, c'est les grands fonds. Vous voyez? Tout Chazo, tout ça qui a collé, Chazo, Abim, Chazo, Maunalo qui a collé, c'est les grands fonds. Là, on prend Grand Bois, Gosier, c'est les grands fonds. Là, on prend Déoté, Sainte-Anne, tout ça qui a côté à Grand Bois, qui a côté à Beaumanoir, à côté à Mourou, c'est les grands fonds. Donc, nous avons dit que ni un coup de ni une réflexion pour mener en région là, ça. Pour Tchébé, tout patrimoine dans la région là, ça. Parce que si vous voyez patrimoine dans la région là, ça partit ou même pas ni transmission, c'est qu'il y a une grosse perte pour la Guadeloupe. Parce que vous savez que, enfin, pas moins qu'à prendre pour ça, que sa biodiversité, les grands fonds sont qui est particulier à la Guadeloupe. Particulier dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe, pas l'autre côté ni ça. D'accord. Alors, il ne pas non seulement pour la Guadeloupe, seulement pour la Caraïbe, pour le monde. D'accord. Donc. Mais ça, c'est au Vietnam, on va trouver ça. Absolument. Et puis, il y a une petite région qu'on sent en Jamaïque. Et après ça, c'est dans des grands pays où on va trouver des régions comme ça. Donc, si tu veux, région là, ça nous a demandé en fait, et nous pouvons arrêter nous à salon là, ça, hein. Nous ne pouvons pas arrêter nous à salon là, ça, nous allons plus loin encore. Nous allons interpeller les 3 communautés d'agglo, Cap Excellence, Riviera du Levant et CNGT, pour nous vraiment, véritablement, pour nous mettre les bases en projet en place, pour savoir qu'on nous va faire grand fond là, ça. Puis, nous va préserver, puis nous va valoriser. D'accord? Qui nous a mis les atouts qu'il au service du développement économique, au service de l'artisanat, au service du développement touristique, au service aussi de la biodiversité. Nous avons parlé de, par exemple, des réserves d'eau. Est-ce que vous savez, réserves d'eau presque plus importantes à la Guadeloupe, dans les grands fonds? Okay. Donc, ça aussi, c'est important. Nous avons un nombre de mares qui ont retiré. Qui est classé à DPL, domaine pluvial lacus, machin. Eh bien, ces zones-là, ça a protégé. Et nous, un nombre important. Nous, ni plus que 30 ans, nous lançons une campagne de protection des mares à travers 2 marches. Nous avons créé la honte des mares et la trace des étangs, à Bel-Étang. Nous lançons ce travail-là, ça. Et nous interpellé le conseil départemental à plusieurs reprises. Il n'a pas réagi. Pas de réaction. Par exemple, sous la région de Bel-Étang, nous avons une zone humide qui a créé là, les étangs qu'il a. Mais c'est des réserves d'eau importantes. Des réserves d'eau importantes, mais qui ne sont pas délimitées, qui ne sont pas entretenues, qui laissées à l'abandon, qui laissées là. Alors, est-ce que salon de l'artisanat, ça, je crois, fait là, ça va permettre de rouler les grands fonds ballants, puisque vous dites qu'on interpelle ces gens-là. Bon, oui. Vous sont élus à Sainte-Anne. Sainte-Anne, je vais prendre conscience de ça? Absolument. Oui. Absolument. Nous faisons les camarades de la mairie d'Ansdarley viennent joindre nous parce qu'ils viennent connaître par l'intermédiaire de M. Coronano qui a mené un gros travail ici Marie-Galante pour la protection des moulins. Et donc, on vient connaître avec M. Coronano qu'il a fait un travail sur les mares.
et ils réhabilité des mares qui étaient déjà vraiment ciblés des actes de civilité. Ils réhabilité ces mares-là. Nous faisons venir à Sainte-Anne pour expliquer nous le processus, pour expliquer nous en fait tous les processus administratifs, l'accompagnement et tout ça. Nous avons expertise là et pour nous aussi beaucoup expertise à eux. Donc nous mettons l'idée expertise en place et nous boucantons à l'entour à ça. Et nous tous les processus et là service environnement nous qu'à travailler en ça, nous commençons par Maceo qui c'est là où on trouve à l'école l'hôtel Pierre et Vacances. Son grand maquis là qui appartient à la commune. Donc, nous commençons là, à diagnostiquer, à mettre les habitants en place à l'entour. Et ainsi de suite, nous continuons pour réhabiliter toutes les mares. Nous avons nous à cœur. On l'eau, c'est la mare grande maison, c'est on marque les plus belles légendes, les plus grandes légendes, presque en Guadeloupe, puisque c'est la bonne Dieu qui a passé, donc les vendredis saints, nous avons compter les gens d'alentour à ces mares-là. D'accord? Donc, ça aussi, il faut protéger ça. Donc, nous commençons à mettre le travail là en place, mais ramener toutes les communes. Et puis, sans dire, nous interpeller les 3 communautés d'agglo pour nous mettre nous en symbiose. Parce qu'il ne faut pas y avoir un travail par là, l'autre là qui fait par là, l'autre là qui fait par là. Faut nous joindre nous et pour nous mettre au travail quel développement pour les grands fonds. Et thématique là, ça, développement économique pour les grands fonds sur tous les plans. Harry Durimel qui vient faire une conférence avec nous, parce que nous, le conférencier aussi nous invité. Nous invitons le conférencier, donc Harry Durimel qui débat de thématiques là, ça vendredi après-midi, ni d'autres conférences encore qui sont faites sur le développement touristique, sur la protection de la biodiversité et tout ça. Donc, toutes ces conférences-là qui sont faites en même temps, qui sont faites aussi en l'intérieur là, dans ce salon-là. Oui, mais alors justement, non, ce salon de l'artisanat, pas salon des grands fonds. Absolument. Alors, qui j'ai un ça parce que les grands fonds ont regorgé de matières premières. Nous, par exemple, nous avons dit assez souvent que le patrimoine culturel et matériel est intimement lié à notre environnement. Pour faire un chacha, on calebasse. Il faut répondre calebasse en disant voilà. Il faut répondre graine tolomone. Il faut connaître le cycle lunaire. Et tout ça pour couper et tout ça. Pour faire petit bois à tambour la clé, il faut répondre en disant voilà. Pour faire un tambour, je dis les fabricants qui utilisé en lot bois endémique, c'est-à-dire bois nous, zaman, acajou, mango, friapin, tout ça, des bois qui par exemple, il y aura fait des récupérations. Il n'y a pas qu'à abattre, mais il y aura fait des récupérations. Pour faire un panier, il faut prendre zèle à ravette, il faut prendre bambou, il faut prendre liane négresse. D'accord? Pour faire un panier. D'accord? Pour faire un balai, il faut prendre feuille à la tanier. Il faut prendre manche à bois là. Il faut prendre basse à palmis pour faire. Donc c'est pour ça nous, l'artisanat intimement lié à la biodiversité, à l'environnement nous en Guadeloupe. Donc nous ne pouvons pas jeter pont coup de zier en lait, environnement, les grands fonds là, ça, sans parler de l'artisanat. Puisque les grands fonds là, ça a fourni nous un artisanat riche et varié en Guadeloupe. D'accord? Et là, nous pouvons des produits made in Guadeloupe. D'accord. Et c'est pour ça donc nous invitons des artisans et nous avons des démonstrations aussi de savoir-faire. Par exemple, pour manger en sable, manger en piquois, manger en roue, faire un balai, qui est aussi de long qui est là aussi, qui est montré qui je crois faire en planche. Alors, poser une question là, pour que vous ont invité Mme Lassaman, Gustave Duflo comme marraine de la manifestation. Madame Gustave Duflo, bonsoir. Bonjour, je suis vraiment désolée du retard. Danique, pour rentrer sur Jarry, c'est compliqué. Oui, nous savons Bastel, oui. Donc, nous invitons, pourquoi? Parce que Gustave Duflo, nous avons respect, qui sorti nommé présidente de la biodiversité française et tout ça. Et nous connaissons aussi engagement à l'entour, à l'environnement. Donc, vers engagement à ici ça. Par exemple, nous avons invité à réduire l'email aussi parce qu'en dehors de démarches politiques, à réduire l'email, pour le monde ne peut pas nier et pour le monde ne peut pas contredire engagement pour l'environnement, pour la nature. Donc, c'est ça aussi que nous apprenons à chaque intervenant là. Ça. Et c'est un honneur pour nous que Mme Gustave Duflo a accepté d'être marraine à l'événement là. Ça. Donc, honneur, respect, au nom de toute l'association, au nom de tout le monde grand fond, au nom de tout le monde qui a participé, nous allons dire merci. Alors, Mme Gustave Duflo, merci d'être quand même là, ou il veut quand même. Et donc, la question, puisqu'on a déjà parlé des grands fonds, est-ce que vous êtes président de l'Office français de la biodiversité, donc c'est toute l'outre-mer, toute la Guadeloupe, etc. Mais est-ce que la biodiversité guadeloupéenne se porte bien aujourd'hui? Je dirais que non, elle ne se porte pas bien puisque l'UICN a montré il y a peut-être 2 mois, a établi sa liste rouge
des espèces qui sont en train de disparaître. Et malheureusement, nous avons une accélération de nos espèces endémiques, de leur disparition, en tout cas, de leur fragilité. Et cette fragilité, elle vient du fait de l'action de l'homme sur le milieu, l'artificialisation des sols, et puis le fait qu'on ne protège pas suffisamment notre biodiversité. On est vraiment dans un contexte exceptionnel, mais on ne se rend pas compte. Il faudrait que nous puissions, nous qu'à lever, manger, dormir, rêver biodiversité, et nous pas qu'à faire. Lorsqu'on va créer une décharge sauvage dans les grands fonds ou dans les forêts, on devrait se dire, non, pas faire ça, parce que, premièrement, famille, on nous pas lever nous qu'à faire des charges. Nous avons toujours un petit côté propre. Et puis, famille, nous aussi, t'es qu'à apprendre à recycler. Les vieux vêtements, t'es qu'à finir en bac à bonne, protéger matelas. Nous t'es qu'à faire matelas nous-mêmes avec coton, toutes choses. Donc, je viens de Baïf, un milieu extrêmement rural, de grands-parents agriculteurs. Donc, j'ai été élevée dans cette dynamique. Il faut qu'on revienne dans cette dynamique. Il faut qu'on revienne vers du recyclage. Il faut qu'on arrête d'importer. Ce qu'on peut faire localement, il faut le faire. Et j'entendais votre interlocuteur parler. Et en fait, plus que l'artisanat, je dirais, on ne peut pas dissocier culture et biodiversité. Absolument. Voilà. On a dit que c'est intimement lié. C'est véritablement intimement lié. Et tu sais avec qui je discutais de ça la dernière fois, avec le président de la Polynésie française, qui me dit, nous, en Polynésie, la culture et la biodiversité, c'est pratiquement le même mot, parce qu'on ne peut pas avoir de biodiversité sans culture et on ne peut pas avoir de culture sans biodiversité. Et donc là-bas, lorsqu'il émet une interdiction dans des zones protégées, en disant, là, il ne faut pas aller pêcher, pour le monde, pas qu'à y pêcher. Est-ce que Jodelan en Guadeloupe, ni moins fait respecter ça? Est-ce que vous, en tant que président de l'Office français, parce que vous englobez toutes les biodiversités de cet espace, mais particulièrement la Guadeloupe, puisque vous êtes guadeloupéenne, est-ce que c'est possible d'agir sur cette biodiversité, c'est-à-dire vers les pollueurs, vers les gens qui entre guillemets, qui gaspillent cette biodiversité? Alors, Dani, on peut pas mettre un gendarme derrière chaque monde. Ça c'est voilà. Donc il faut qu'on travaille sur la mobilisation citoyenne. Que chaque monde comprenne. La prise de conscience d'abord. Oui, la prise de conscience, la mobilisation citoyenne. Et on a besoin d'associations comme celle-là qui militent. Voilà. Mais on a aussi besoin des médias, Yannick. On a besoin aussi que vous, les médias, au quotidien, vous faites passer des petits messages pour préserver la biodiversité. On a besoin aussi d'engagement politique plus fort. Et on a besoin, en fait, que tous les acteurs, le citoyen, les entrepreneurs, on décide de sanctuariser cette biodiversité. Quand on dit sanctuariser, ça ne veut pas dire pas qu'à vivre dedans. Au contraire, tu vis dedans. On va protéger. Mais on va protéger, on va valoriser. Et ma foi, et ça qui est dégradé, on va restaurer. Alors, je posais la question tout à l'heure à M. Solvay. On sait que le parc national, ça a fait quelques polémiques, mais enfin, c'est quand même étendu dans beaucoup de communes et préserve beaucoup cette biodiversité dans notre région, c'est-à-dire vers le sud, Basse-Terre, et vers aussi le nord Basse-Terre. Pourquoi le même travail n'a pas été fait en direction des grands fonds? On a laissé les grands fonds des sud-sud. En fait, je dirais encore une fois, c'était une volonté politique. Si on voulait classer les grands fonds dans des zones réservées, ça ne tenait qu'aux politiques de monter des partenariats avec le parc national. Mais c'est pour te donner un petit peu les enjeux sur lesquels nous sommes. Aujourd'hui, quand on fait l'état des masses d'eau, que ce soit la rivière, que ce soit la nappe phréatique, que ce soit les eaux en proche côtier, aujourd'hui, la qualité de nos eaux, elle est exceptionnelle en cœur de parc. C'est-à-dire que je suis ça, le président du parc. Si nous pas tenir cette préservation par le parc national, de classer les sources, de classer l'origine de nos rivières, de nos cours d'eau en cœur de parc, aujourd'hui, nous t'es pollué et nous t'es qu'à boire, puisque c'est ça qui a alimenté de l'eau potable en nous. Bien sûr. Nous t'es boire de l'eau polluée, de l'eau contaminée avec pesticides, etc. Donc, c'est là que tu vois la valeur d'une préservation d'un territoire. Et c'est là que tu comprends les enjeux
à préserver cette biodiversité parce qu'elle a nous protéger, c'est santé en nous-mêmes qu'elle nous a protégés. Parce que je disais tout à l'heure à Patrick que les grands fonds que nous possédons en Guadeloupe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il a dit au niveau de la Caraïbe, mais au niveau mondial. Et j'ai fait des recherches, je crois que c'est jusqu'au Vietnam qu'on trouve des grands fonds à peu près. Bon, bien sûr, c'est un pays plus grand, mais pour notre espace archipélagique, c'est exceptionnel. Oui, effectivement, ces grands fonds, je dirais, ce réseau de biodiversité, oui, effectivement, c'est exceptionnel. Après, maintenant, je pense qu'il faut faire un travail collectif, association, mais également les collectivités et avec des acteurs comme le Parc national pour voir ce qu'il est possible de mettre en place. Et avec les communautés d'agglo, il me disait, avec les communautés d'agglo. Oui, parce que ce sont les collectivités qui font la démarche. Le parc ne peut pas décréter que Grand Fonds Sainte-Anne ou Grand Fonds Gosier. Ça n'a pas fait comme ça. Ça n'a pas fait comme ça. Il faut que les gens aussi prennent conscience dans les grands fonds. Il faut mobiliser le citoyen, c'est-à-dire que déjà, parce qu'il y a des personnes qui y vivent. Donc déjà, il faut commencer par les personnes qui ont cette possibilité, qui sont à proximité même des grands fonds. Il faut commencer par faire une pédagogie, il faut commencer par mettre ces personnes-là par des actions, par des manifestations, comme nous faisons là, mais par aussi l'action des décisions publiques, politiques. D'accord ? Il faut consulter aussi les gens parce qu'il y a un savoir-faire dans les grands fonds qu'on doit préserver. Les gens des grands fonds ont une manière de vivre. Et cette manière de vivre-là, il faut que cette manière de vivre ressorte à travers n'importe quel projet. Il ne faut pas venir faire un projet pour les grands fonds, mais il faut faire un projet avec les grands fonds, avec les personnes qui y vivent, avec la matière même des grands fonds, avec le savoir-faire. Parce que c'est tout un art, c'est tout un savoir-faire au niveau des grands fonds. Et c'est ça qu'il faut justement permettre aux gens de se rencontrer pour savoir quel projet, avec les collectivités d'ailleurs, avec les institutions, mais associer tout le monde dans cette pensée, dans ce projet-là. Et donc, c'est ce que nous tentons de faire là, avec ce salon-là. Mais je crois que la volonté politique émerge, en tout cas, puisque c'est votre élue, Marianne Grandisson, qui c'est une élue de Sainte-Anne. De Sainte-Anne. De Sainte-Anne. On est élus ensemble aussi. Voilà. Et donc, et je vois aussi son engagement dans le comité de l'eau, de la biodiversité, dans d'autres structures, nous sommes ensemble. Et en fait, c'est là, en fait, que Danick, tu n'es plus un politique, mais tu deviens un politique militant. Forcément. Oui. Forcément, parce que tu comprends très vite que les enjeux auxquels tu dois donner du corps, tu dois donner aussi des projets. Ça, on n'est plus dans la politique, on est dans le domaine du militantisme. Quel va être le but C'est l'espace Danick, là où on va recevoir les artisans. C'est là. Mais c'est où exactement? Là, c'est à Manambois Grand Fond. Manambois. Alors justement, dernièrement, une petite parenthèse, les routes de Guadeloupe, je crois, ils ont mis des panneaux pour les lieux-dits, pour les sections et tout ça. Et donc, on perd beaucoup de petits noms. Et des petits noms qui font l'histoire même de ces zones. Qui ont une histoire. Qui ont une histoire. Des petits noms qui font des petits noms de lieux-dits. Là, c'est Manambois. Mais il n'y a aucun panneau marqué Manambois. Manambois, c'est à Sainte-Anne, au cœur de Sainte-Anne, au cœur des grands fonds. Après la station Vito, on tourne à gauche. Ah oui. On tourne à gauche pour descendre vers Saint-Protais. Et donc, il y a un espace dans le fond là, un espace là où on jouait au foot avant. Et donc, cet espace-là qui va recevoir les artisans, qui va recevoir les personnes qui viendront, les conférenciers et tout ça, les écoles aussi demain. Oui. Donc, voilà. Mme Gussou, quel va être le sens de l'intervention faite ce week-end au Grand Fond? Qu'est-ce dit ces mondes-là? Moi, un message très très simple, Danick. Je veux dire, les messages qui sont les plus percutants, c'est des messages qui portent sur le quotidien. C'est-à-dire que, ces grands fonds, il faut les préserver et chaque citoyen peut jouer son rôle. Mais quand je dis ça, c'est vague. Mais par exemple, quand le maire prend un plan local d'urbanisme et dit qu'à tel endroit il ne faut pas construire parce que c'est un corridor écologique, parce que, etc., il faut que le citoyen aussi l'admette et n'aille pas construire dans des zones... Et le comprenne. Et le comprenne. Et ça, c'est plus difficile à vivre au quotidien. Cette biodiversité, et notamment les grands fonds, quand on a fait la carte
quand on a fait le schéma régional du patrimoine naturel et de la biodiversité, eh bien, au niveau de ces grands fonds, la biodiversité est très émiettée. Donc, il faut pouvoir reconstituer des corridors écologiques, c'est-à-dire des espaces protégés où les espèces animales peuvent circuler d'un lieu à un autre. Parce que plus on met de la construction, plus on met de l'artificialisation des sols, et moins les espèces peuvent circuler d'un territoire à l'autre. Bien, nous rappelons un mot. Alors, vendredi, à partir de quelle heure? À partir de 8h. Ouais. Donc, on reçoit les exposants dès 6h du matin. Donc, à partir de 8h, donc les personnes, on a encore quelques stands si quelques artisans veulent rejoindre le salon. Donc, on peut appeler M. Joël Grandisson au 06 90 50 12 00. 50 12 00 ou sur le flyers, on va sur les réseaux, donc il y a d'autres coordonnées aussi, d'autres numéros de téléphone. Donc à partir de 8h demain matin, on ouvre le salon, les artisans vont s'installer, et donc jusqu'à samedi dans le soir, quoi. Donc c'est vendredi et samedi. Panique couvre-feu, donc. Panique couvre-feu, c'est vendredi et samedi. On a essayé de mettre aussi en place un transport. On a essayé de mettre un transport propre, c'est-à-dire on aura un taxi charrette, on aura l'association des volcans avec M. Stallo et quelques cabretiers, donc qui viendront faire la navette. Donc au lieu de mettre un bus écologique, nous avons mis un transport écologique. Donc charrette là qui est partie à Grand Fond, les mondes là qui descendent, donc les monde qui veulent faire un carré charrette, pas de problème. Ben, donc, voilà. Et moi, Gustave, samedi ou vendredi? Alors, j'ai été invitée depuis hier matin. Malheureusement, on a une plénière budgétaire. Oui, je sais. Il faudrait voter budget à Mounla. Ouais. Et donc, j'ai dit à Marianne que je serais présente à partir à 14h. Voilà. Demain après-midi. Tout le plaisir pour nous. Bon, ben merci de venir. Donc, merci Canal 10 et merci. Et donc, nous allons attendre tout le monde le 8 et le 9 avril à Manambois Grand Fond. Ok, Manambois. En question, j'ai Manambois. Manambois Grand Fond. C'est une signification particulière, Manambois? Pardon? C'est une signification particulière. Alors, le monde attend mon en bois. Nous allons dire man en bois. Ah, c'est mon en bois au départ. C'est-à-dire que les grands nous ont demandé. Mais nous allons expliquer justement. Le président Fiat Lux, qui est justement, c'est ce couple-là qui explique lui là. D'accord. Voilà. Ok, 13h04, donc on prend un petit pause. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout à l'heure pour la directrice de l'économie sociale et solidaire, tout ça, ça dans la bio, et l'information. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL. Madame Gustave Duflo est encore là. Elle n'a pas pu s'échapper. Et on a reçu entre-temps Madame Amandine Lidard, c'est bien ça, Lidard. J'aime bien le prénom Amandine. Et elle est responsable de Solia Agence. En deux petits mots, qu'est-ce que c'est Solia Agence? On va en parler tout à l'heure. C'est l'agence immobilière sociale Solia de Guadeloupe. C'est du logement adapté. Et vous faites de l'économie sociale et solidaire apparemment. Tout à fait. Bien, alors on revient à l'actualité. L'actualité, elle est aujourd'hui un petit peu socio-juridique, puisqu'il y avait une mobilisation depuis ce matin au CHU, parce que cet après-midi, à partir de 14h, Élie Domota sera devant le tribunal. Michel de Papetier sur place au CHU, on regarde un peu. Eh bien, Jodla a une initiative du CILE, qui c'est un comité international de liaison et d'échange. Ils ont organisé une journée internationale de contestation, de solidarité contre la répression à l'occasion d'un procès à Élie Domota. Donc Jodla a un procès à Élie Domota et c'est pour ça que Jodla nous semblait là pour faire une grande mobilisation contre la répression, d'avoir que depuis le 17 juillet, début à mobilisation nous contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire, seule réponse que l'État français toujours bon nous, c'est la répression. Une répression militaire féroce et une répression judiciaire totalement arbitraire. Nous constatons qu'effectivement, il y a des jeunes militants qui voient condamnés à des peines lourdes, ainsi que les pompiers, ainsi que les militants syndicaux, et ça, nous avons trouvé ça inadmissible. Jodla, ça veut dire que l'État français a dit nous que nous pas ni droit manifester, nous pas ni droit dire que nous pas d'accord, nous pas ni droit être en la rue là pour dire que nous avons refusé prendre un vaccin qui, Jodla, nous a rappelé, nous pas ni confiance à dedans puisque nous avons vrai plus de 150 effets secondaires que ça nie sur la santé humaine. Donc Jodla, nous allons continuer à dire que nous pas d'accord, mais nous allons continuer à dire aussi qu'il y a trop de problèmes dans le pays en nous qui pas réglés. Nous attendons effectivement encore des promesses électorales dans le cadre de l'élection présidentielle qui a vu. Au-delà, il y a promettre effectivement monts et merveilles, il y a parler de la Guadeloupe
et fait des propositions et pourtant nous sommes dans les mêmes difficultés. Pourtant nous sommes dans le même problème à chlordécone. 95% de la population est contaminée au chlordécone. Nous avons constaté qu'il y a un problème à de l'eau, toujours on dit dans le pays, là, il y a des gens qui n'ont pas de l'eau en 2022. Il y a un problème à l'école. Nous avons vrai des comités qui ont montré parce que nous n'avons pas bâti les gens manger correctement. Nous avons constaté qu'elle travaille un problème parce que c'est licenciement, parce que c'est remise en cause des droits, des conventions collectives, des acquis. Donc, dans quel pays nous sommes là? Plus ça caille et plus nous en difficulté, plus pour nous avons vraie misère. Voilà, rendez-vous à 14h devant notre tribunal. On passe à autre chose totalement, l'innovation technologique, la nouvelle Livebox. C'était ce matin la présentation. Stanley Manicon, on regarde. On vient de parler de très haut débit fixe et de très haut débit mobile. Donc tout d'abord sur le mobile, l'ARCEP a publié tout récemment des résultats des campagnes de mesures qu'ils ont prises en 2021. Ils nous ont classé leader sur la quasi-intégralité des mesures qu'ils ont prises. Et aujourd'hui, effectivement, on est leader pour la 4e fois consécutive sur les réseaux mobiles. Et puis sur la fibre, aujourd'hui, on a parlé aussi pas mal de fibre avec le lancement de la nouvelle Livebox 6. Aujourd'hui, on a à peu près 50 000 clients sur la fibre et on est très certainement leader effectivement en nombre de clients sur la fibre. Alors aujourd'hui, que ce soit sur les appels 4G ou les appels Wi-Fi, effectivement, tous nos clients, il suffit qu'ils soient clients Orange et qu'ils aient un terminal compatible, peuvent passer des appels en 4G et en Wi-Fi. C'est vrai depuis un an quasiment sur les appels 4G et sur le Wi-Fi, ça a été lancé tout récemment, il y a quelques semaines de cela. Le premier des bénéfices, c'est que les clients peuvent avoir des usages simultanés sur leur téléphone, c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir des appels et en même temps avoir des usages data, pouvoir continuer à consulter leur mail, voire même regarder une vidéo tout en étant au téléphone. Des délais d'établissement d'appels qui sont beaucoup plus courts. On lance ce matin à 9h, disponible dans nos boutiques, une nouvelle Livebox qui s'appelle la Livebox 6 qui intègre des nouvelles fonctionnalités, vraiment un concentré de technologie qui permet de magnifier nos réseaux fibres. Elle permet d'avoir un débit jusqu'à 2 gigas. Elle permet aussi de bénéficier du Wi-Fi 6E, voilà, qui est le Wi-Fi 6 étendu, qui permet d'avoir un débit Wi-Fi 2 fois supérieur au Wi-Fi 6. On est le seul opérateur en France, quand je dis en France, c'est vraiment élargi, que ce soit en Hexagone ou aux Antilles-Guyane, de pouvoir disposer de cette nouvelle norme Wi-Fi. Et en matériaux recyclés, elle est complètement recyclable, elle a des modules d'économie d'énergie, et puis c'est une box aussi qui a été pensée pour vraiment avoir de la simplicité, proposer de la simplicité à nos clients. Elle est complètement intégrée avec l'application Orange et Moi, on peut gérer complètement via son application. Et puis aussi, elle intègre un écran tactile qui permet de gérer sa box automatiquement sans avoir à se connecter derrière un PC ou sur son téléphone. Ils n'ont rien à envier au débit qu'on peut proposer en métropole. Ils sont voire même supérieurs sur certains des territoires, en particulier en Guadeloupe. Donc non, aujourd'hui, vraiment, on est en capacité de proposer et on propose vraiment le meilleur des débits à nos clients. Et pourtant, il y a encore des zones blanches en Guadeloupe. Bien, alors, je termine avec Mme Gustave Duflo. C'est une petite question politique, puisque vous avez parrainé Macron. Oui. Je viens d'entendre une syndicaliste dire qu'en Guadeloupe, tout va mal. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que vous pensez que Macron a pu régler les problèmes de la Guadeloupe en 5 ans? Non. Non? Non. Je veux dire, Danick, tu me connais, je suis sans langue de bois, non tous les problèmes n'ont pas été réglés. Oui. On voit bien, on peut prendre des exemples extrêmement précis. On voit bien sur l'eau, malgré la volonté politique, malgré le plan d'action d'urgence de 73 millions, l'arrivée du syndicat unique, il faut du temps. Et je le disais, tu sais, lors du plan d'action d'urgence sur l'eau, on a changé des canalisations du côté de Bras-David, à Bémao, qui était vieille de 70 ans. Donc en 5 ans, tu ne peux pas régler quelque chose qu'on a laissé à l'abandon pendant 70 ans. Tout ce que tu peux faire, c'est arrêter la spirale vers la descente et réinitier des travaux, réparer des fuites, etc. Pourtant, on ne peut pas dire que ce gouvernement n'a pas été à la manœuvre. Depuis 2017, c'est 90 millions d'euros, 90 millions d'euros qui ont été injectés dans les réseaux, dans les unités de production. C'est également 6 millions d'euros supplémentaires en 2020 lorsqu'on a fait face à la pandémie, que les usagers sur le périmètre du FIDER de Bélocado, de Capesterre à Saint-François souffraient de tours d'eau. Et là, sur le plan de relance que
que je mène en tant que présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, c'est 8 millions d'euros supplémentaires, d'accord, qui est investi. Donc, non, tous les problèmes ne sont pas réglés, il faut du temps. Et simplement, c'est un gouvernement qui a initié beaucoup de chantiers et qu'il faut que ces chantiers aboutissent. Alors, l'autre question qui est de l'actualité, c'est que beaucoup de gens sont étonnés que subitement, en pleine pandémie, alors que rien n'est réglé, on n'a plus de masques, plus de couvre-feu, plus de rien, quoi, pratiquement, En fait, alors que les Guadeloupéens sentent que rien n'est vraiment réglé. Le virus circule toujours. Le virus circule toujours, et puis on voit l'apparition de nouveaux variants d'Omicron. Donc, ce qui fait que des personnes qui avaient déjà eu la Covid peuvent à nouveau se recontaminer. Mais vous avez la loi, et la loi dit au-delà d'un certain seuil, il faut lever l'état d'urgence, il faut abolir c'est pas uniquement une question politique que les gens aient voté samedi prochain. Mais tu sais, Danick, regarde bien, en 2020, on a eu les élections municipales avec masque. Oui. En 2021, on a eu les régionales et départementales avec masque. Oui. Donc, on aurait bien pu faire les présidentielles avec masque. Oui. Mais non, c'est tout simplement... Mais les masques reviendront après, finalement. En fait, tu vois bien que c'est une politique... Tu sais, finalement, qu'est-ce que la pandémie nous a montré? Que la politique, elle ne doit pas être rigide et elle doit s'adapter au taux de contamination. Quand tu as un taux de contamination élevé et que ton hôpital risque d'être saturé et que le personnel soignant risque d'être dépassé, il faut à nouveau remettre des mesures, revenir à une jauge acceptable. Donc finalement, la pandémie nous apprend à faire de la politique, je dirais pratiquement mois par mois. Et c'est un exercice très, très, très nouveau hein, pour les politiciens. Et puis ce qui était vrai en 2020 ne l'est plus en 2022. Donc, oui. Alors, sur le vaccin obligatoire, tout ça, ça va disparaître aussi, c'est prévu? Obligation vaccinale, je veux dire. L'obligation vaccinale. Alors, en ce qui concerne le territoire de la Guadeloupe, je crois que les élus auront à dialoguer très fortement avec le nouveau gouvernement qui va arriver. Mais moi, j'alerte quand même les Guadeloupéens, même si nous, on nous enlève l'obligation vaccinale, etc., mais dès lors que tu voyages, que tu vas dans d'autres pays, eh bien, c'est obligatoire. Donc, voilà, il faut être conscient de ça, que la Guadeloupe n'est pas une île déconnectée du reste du monde et qu'on est connecté. Et je t'assure, dès lors que tu franchis d'autres espaces, d'autres frontières, c'est obligatoire, etc. Alors, quand on est présidente de l'Office français de la biodiversité, c'est la première fois qu'une Guadeloupéenne et même une personne hors France continentale est présidente de cet organisme qui est très important. C'est un premier pas vers le ministère de l'écologie, je pense. Parce que je suis la coordonnatrice d'Emmanuel Macron, tout le monde pense que je suis à la recherche d'un ministère. Je n'ai pas dit à la recherche, mais à la possibilité. La possibilité. En fait, quand tu regardes bien... les ministres, je veux dire, c'est un carcan, c'est un cadre, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Or, tu me connais, je suis sans langue de bois, j'aime aller droit au but. Sincèrement, je préfère être une élue qui monte au créneau, qui va défendre ses dossiers. Beaucoup de gens m'ont dit, mais va à la députation sur la... Mais si on te propose un poste de ministre, est-ce que tu dis non, ça ne m'intéresse pas? Alors, les gens te disent qu'il y a des postes qui ne se refusent pas. Oui. Moi, mes enfants me disent, il y en a assez, maman. On revient à la maison. D'accord. Oui, en fait, quand on est femme, quand on est maman, on doit tenir compte de tout ça. Oui. Donc, et puis, beaucoup me disent aussi, tu pourrais être un bon député sur la 4e circonscription. Et je l'ai annoncé très clairement, je n'irai pas. C'est Marie-Luce Panchard ou c'est toi qui iras? Non, en tout cas, moi, personnellement, je ne connais pas pour Marie-Luce Panchard, mais moi, j'ai dit que je n'irai pas. Ou Jennifer Ninon. Parce que tout simplement, je viens d'avoir un poste à l'Office français de la biodiversité et je sens qu'il y a de la matière et je sens qu'il y a une touche ultramarine à porter à cet établissement. Ah oui. Donc, juste pour que ça soit clair, parce que j'avoue que j'ai eu cette information à Giron, cette histoire de note d'étudiant, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ah mon Dieu. De 0 à 20, de 20 à 0, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est une femme politique, on se retrouve à être attaquée, même sur son travail. Je suis enseignant-chercheur depuis 1999. Oui. Donc, pour la première fois, j'ai été attaquée sur ma façon de faire. Oui.
tout simplement, il y avait des examens en distanciel, d'accord, et sur une plateforme pédagogique, et vous définissez l'heure d'entrée sur la plateforme et vous définissez l'heure de sortie. Et malheureusement, il y a une vingtaine d'étudiants, eh bien, à l'heure de sortie, qui n'avaient pas remis leur devoir. Alors, on vous a fait croire, on a fait croire à tout le monde que c'était ces 20 étudiants. Je rappelle, c'était 20 étudiants sur 106 étudiants. D'accord. D'accord, ça remet en perspective. Et donc, du coup, il y a eu toute une histoire, puisque Madame Gustave Di Duflo, c'est la femme politique à abattre. Oui. Et donc, en fait, au départ, je me suis dit, si c'est 1 ou 2, on peut corriger, mais il y avait une vingtaine. Et puis, dans certaines copies, il y avait des choses qui se retrouvaient sur 15 copies. D'accord. D'accord, ça veut donc dire qu'il y avait un groupe, je ne dis pas tous, eh bien, ils avaient travaillé en groupe. Et ensuite, je n'avais pas donné 20 à tout le monde, les notes allaient de 11 à 20, mais quand on regarde la moyenne de cette petite portion, elle était bien supérieure à la moyenne de ceux qui avaient remis en temps et en heure. Donc voilà, donc il y a eu 11, il y a eu 20, je n'ai pas juste rajouté un 2 devant le 0. Le doyen a pris sa décision de leur donner tous 20. C'est le choix du doyen, mais permettez-moi quand même de dire que ceux qui ont remis en temps et en heure, parce que j'ai une excellente étudiante qui a remis en temps et en heure, elle a eu 18 de moyenne, elle a eu 18 à l'examen. Là, on donne tout le monde 20, c'est vrai que ça lui fait 2 de plus, mais quelle est, comment dirais-je, elle a travaillé pour avoir son 18, et tout le monde a eu 20, alors que tout le monde n'a pas travaillé pour avoir ce 20. Donc, on voit aussi la discrimination qu'il y a devant ces choses. Mais bon, là-dessus, je continue mon travail. Je suis une enseignante qui est caractérisée par les étudiants comme étant rigoureuse, stricte, parce que tout simplement, il faut donner des diplômes de qualité à nos étudiants. Merci Madame la future ministre. Il est 13h22. On passe à autre chose, on passe à l'économie sociale et solidaire. Le générique sera derrière. Madame Chevron, merci d'avoir bravé tous les embouteillages. J'étais perdu dans les grands fonds. Non, non, du tout. Bonjour, Monsieur Zandolis. Alors, on va parler de l'agence immobilière Solia, Solidaire pour l'habitat. Alors, une petite question à Madame avant, comprendre, expliquer un peu ce que c'est que l'action sociale et solidaire dans l'habitat. Comment ça s'organise? Alors, c'est elle qui répond? Elle répond d'abord? Ça dépend, en fait. Oui, vous pouvez répondre toutes les deux. Hein. Déjà, pour introduire, effectivement, donc l'agence immobilière solidaire, sociale, Solia, est une activité de nos adhérents, de la CRES, hein, donc l'association Accor. Et c'est une structure de l'économie sociale et solidaire qui, voilà, en tant qu'agence immobilière, c'est aussi une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc l'objectif de cette chronique, c'est de démontrer que l'ESS s'applique à tous les secteurs d'activité. Et c'est une structure de l'ESS parce qu'elle applique donc, des principes de gouvernance démocratique en tant qu'association. Elle a un modèle économique, puisque l'économie sociale et solidaire, les acteurs doivent aussi travailler sur des principes de pérennité, de viabilité économique. Et puis, c'est une structure de l'ESS puisque son objet social est de favoriser l'accès ou le maintien dans l'habitat de personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables. Alors, Madame Nia, justement, on vous demande de présenter un petit peu cette agence un petit peu particulière. Alors, l'Agence immobilière sociale de Guadeloupe, c'est un établissement secondaire de l'association Accor. L'association Accor, c'est accompagnement, orientation et réinsertion sociale. C'est une association qui lutte contre l'exclusion sociale par le logement. Elle a 7 établissements, dont l'Agence immobilière sociale. L'Agence immobilière sociale a été créée en 2016, c'est statut juridique, et a été opérationnelle en 2017. Elle est adhérente à la Fédération nationale Solia, solidaire pour l'habitat. Elle travaille exclusivement avec des propriétaires privés à des fins de réinjecter dans le circuit locatif les biens à des fins sociales. Donc ce sont des biens qui dormaient, qui étaient inutilisés par les propriétaires privés et qu'on remet dans un circuit locatif à des loyers modérés. Très modéré, combien à peu près la moyenne, c'est quoi? Alors ça dépend parce que les loyers sont plafonnés et il y a 3 types de loyers, un loyer intermédiaire, un loyer social et un loyer très social. Donc le maximum ça peut être à peu près 10 € du mètre carré et on peut descendre jusqu'à 6 € du mètre carré à peu près. Et en termes de prix?
Donc, vous avez l'exemple qui s'affiche, hein, par exemple, un T2, un triplex à Pointe-à-Pitre, on est à 500 euros. D'accord. Et on peut avoir des logements plus petits aussi, à des loyers un peu plus abordables aussi. Alors, d'où est venue l'idée de créer une agence immobilière dans l'économie sociale et solidaire? C'est vraiment dans la continuité des travaux qu'a fait l'association Accor, hein. En ayant déjà des structures qui vont de l'hébergement au logement, elle a voulu mettre en place un nouveau moyen d'intervention de lutte contre l'exclusion sociale, et ça a été par le biais de l'agence immobilière sociale de Guadeloupe. Oui. Alors ça signifie concrètement que quelqu'un qui a des difficultés pour payer n'est pas tout de suite balancé dans la nature? Ah ben non, on ne met pas quelqu'un dehors parce qu'il ne peut pas payer son loyer. Le but de l'agence immobilière sociale, c'est de sécuriser le ménage, sécuriser la location et d'accompagner le ménage qui peut rencontrer des difficultés. Pour ce faire, on a une équipe sociale, on a 2 assistantes de service social et une conseillère en économie sociale et familiale qui va accompagner le ménage. Et avant même que le ménage rentre dans le logement, il y aura une étude sociale qui sera faite sur le profil pour savoir quelle est la capacité du ménage à payer son loyer, quel sera le montant qu'elle pourra payer sans la mettre en difficulté. Et cet accompagnement va durer de l'entrée jusqu'à la sortie du locataire, si jamais il sort. Parce qu'il peut rester, on est sur du droit commun en agence immobilière sociale. Et on va sécuriser aussi la location avec le dispositif d'Action Logement, la garantie Visal. C'est une garantie des loyers impayés qui est gratuite. Alors, quels sont les avantages alors d'une agence comme la vôtre par rapport à la SIC, par rapport à la CIMAG, etc., etc.? Alors, on est un intermédiaire, hein. On est entre les agences immobilières classiques et entre les bailleurs sociaux publics. Oui. L'agence immobilière sociale va permettre aux propriétaires, dans un premier temps aussi, de mettre à profit sa fibre sociale, parce qu'il faut que le propriétaire ait une affinité sociale pour pouvoir travailler avec nous. Oui. Alors, il aura un avantage au niveau du conseil professionnel qu'on va lui apporter, parce qu'on va visiter le logement, on va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que le logement réponde aux normes de décence. On va le conseiller sur les économies d'énergie. On va l'accompagner dans ses déclarations fiscales, parce que le propriétaire qui passe par l'agence immobilière sociale peut bénéficier de réduction d'impôts par le biais du dispositif Loc Avantage. La réduction d'impôts peut aller de 20 à 65% en fonction du loyer qui sera défini au préalable, donc intermédiaire, social ou très social. Il va aussi bénéficier, comme je disais tout à l'heure, de l'accompagnement social qu'on offre aux ménages et notamment de la pédagogie qu'on va apporter à ces ménages. Pas de l'aide au logement, la fameuse aide, la DIL qu'on donne aux gens qui ont des difficultés. Il y a une aide qui est donnée par la CAF, par exemple. Alors, les ménages ont Oui. l'allocation logement Oui. qui vont leur permettre de payer leur loyer, hein, c'est une petite quote-part, et le ménage après paye son résiduel. Voilà. Mais au-delà de ça, on apporte un aspect pédagogique à tous les ménages qui rentrent au sein de l'agence immobilière sociale par le biais d'ateliers. On programme des ateliers de droits et devoirs du locataire. On va sensibiliser le locataire sur ses droits, sur ses devoirs et aussi sur les économies d'énergie qu'il devra appliquer dans son logement. D'accord. Est-ce que les gens qui ont du logement à louer, qui vous regardent en ce moment, peuvent éventuellement contacter Solia? Bien sûr, je les invite à nous contacter, à m'appeler, à prendre rendez-vous avec moi. Je les recevrai, je les conseillerai, je verrai au cas par cas selon les propriétaires ce qu'ils veulent, quel est leur projet et comment on peut bien remettre dans le circuit leurs biens à des fins sociales. Madame Chevron, comment ça s'est matché entre Solia et la CRES? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par matcher? Comment vous êtes mis en contact? Est-ce que c'est vous qui êtes allé les chercher ou l'inverse? Oui, alors Vous les avez effectivement... convaincus de faire de l'économie sociale et solidaire dans l'immobilier? Ah non, alors ça s'est fait plutôt dans l'autre sens. La CRES existe et effectivement on représente des structures de l'ESS, hein, Oui. dont effectivement l'association Accor est adhérente à la CRES. Oui. Donc voilà, c'est ainsi qu'on s'est rencontrés et moi-même je ne connaissais pas ce dispositif d'agence immobilière sociale. Moi non plus d'ailleurs. Madame Lida, alors comment on finance votre structure? Alors, l'agence immobilière sociale est financée par des subventions de l'État, du département, et nous percevons... Pas de la région?
pas de la région. Parce que vous avez une présidente de région, là. Madame, si vous voulez nous apporter un peu de financement. En plus, nous intervenons évidemment sur la Chambre de l'économie sociale Mais oui, et solidaire. qui est souvent financée par... Alors, Mme Chevron, il y a eu la semaine de l'économie sociale il y a quelque temps. Prochaine manifestation? Alors effectivement, la semaine dernière, il y a eu la semaine de l'ESS à l'école. Hein. Oui. Et puis donc là, les prochaines manifestations de la CRES, c'est des actions de proximité, puisque nous allons occuper le terrain avec un tour de l'ESS, hein, avec des partenaires et puis aussi des associations. Et je rappelle que tout ça est possible grâce au soutien de l'État, de la région, du département et du FSE. Dernière chose, est-ce que vous sentez quand même que l'économie sociale et solidaire se développe en Guadeloupe? Il y a une prise de conscience au moins? Oui, ça poursuit. Le développement se poursuit. On le voit, effectivement, vous avez déjà eu l'occasion de me poser la question. Mais je pose chaque fois la question. Pourquoi les gens qui nous écoutent comprennent le sens de l'économie sociale et solidaire, éviter le gaspillage, comme disait Mme Liard tout à l'heure? Tout à fait. Donc, non, on sent en tous les cas, à travers les appels qu'on reçoit et puis les porteurs, les porteuses de projets ou les structures qui nous contactent, qu'il y a vraiment un engouement. Parce que l'économie sociale et solidaire répond à des réalités dans notre territoire. Donc sur l'insertion, sur l'environnement, sur le bien vieillir, voilà. Bien. Mais on vous remercie toutes les deux. Et Merci. puis on a affiché les contacts éventuels, 47 34 32, si les gens veulent vous contacter, Madame Liard, vous avez un numéro particulier, un numéro de téléphone particulier? Il était affiché. Il est affiché aussi. Adresse mail, numéro, n'hésitez pas. Tout va bien. Voilà, 13h32, on prend la deuxième pause et puis on termine tout à l'heure avec notre chronique juridique et la suite de l'actualité. Tout de suite. Voilà la dernière partie du ZCL News avec notre juriste du jeudi. Je vais parler de Nathalie. Bonjour. Bonjour Danick. Et aujourd'hui, il y a un procès, mais on va parler de quelque chose qui est souvent utilisé, la légitime défense. Tout à fait. Générique. Maître Nathalie Jacobi-Coali, on peut se poser la question de la légitime défense, parce que lorsqu'on doit être amené à protéger sa vie, ou celle de ses proches, notamment à son domicile, à une personne qui essaie de s'introduire, qui vous met en danger, ou lorsque quelqu'un fait une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, c'est de la légitime défense. Alors, qu'est-ce que c'est réellement ? Alors, la légitime défense est lorsqu'une personne commet un acte de défense justifié notamment par une agression, elle a pour effet d'éviter une condamnation en justice. Alors, est-ce que la légitime défense est encadrée par la loi ? Tout à fait. La légitime défense est encadrée par le Code pénal, plus précisément par l'article 122-5 et suivant du Code pénal. Ça veut dire que cette agression, s'il y a agression, doit être encadrée par un dispositif particulier ? Tout à fait. En fait, la légitime défense sera une riposte à une éventuelle agression. Donc, une personne doit agir face à une attaque à son encontre ou à l'encontre d'une autre personne. L'attaque peut également être dirigée contre un bien. L'agression peut constituer un crime, un délit, voire une contravention. Et le danger peut être physique ou morale. En toute hypothèse, l'agression doit être réelle. L'individu qui va se prévaloir de la légitime défense devra raisonnablement croire à l'existence d'un danger, d'une situation qui nécessite de pouvoir établir des signes objectifs, donc notamment des gestes, des paroles, pour caractériser ce péril. Enfin, l'agression doit être injuste, c'est-à-dire dénuée de tout fondement juridique. Donc, par exemple, je peux donner un petit exemple. Admettons, vous avez un locataire qui n'a pas payé son loyer, donc il y aura une procédure judiciaire, et à l'issue de cette procédure, il y aura une procédure d'expulsion qui pourra être mise en place. Et si par exemple l'huissier se rend à l'appartement du locataire, il ne pourra pas dire qu'il se défend parce qu'il est dans une situation de légitime défense. Parce qu'effectivement, l'huissier va se baser sur une décision de justice. Donc c'est pour ça que l'agression doit être injuste.
D'accord. Mais alors, si on ne répond pas immédiatement à une agression, on apprend quelque temps, est-ce que c'est toujours justifié comme légitime défense? C'est-à-dire, je porte un drapeau, on m'a balancé une gifle, et puis 2 jours après, je me réveille, je dis, bon, on va laisser ça passer. Est-ce que c'est de la légitime défense? Alors là, dans ce cas précis, ça ne pourrait pas être vu comme de la légitime défense, d'autant que si la personne vient 2 jours après, pourquoi? Parce que l'agression doit être actuelle. Et la riposte doit être imminente, voire concomitante à l'agression. D'accord? Donc ça doit se faire généralement dans le même temps. Donc si justement, il doit avoir également un critère de nécessité. Parce qu'effectivement, si on se réveille 2 jours après, on n'est plus dans un cas de légitime défense. Parce que si on a subi une agression, on peut porter plainte. Si 2 jours après, on vient pour agresser son éventuel agresseur, non, on avait d'autres... On ne se fait pas justice soi-même. D'accord. Quels sont les éléments qui caractérisent vraiment un cas de légitime défense? Alors, les éléments pouvant légitimer la légitime défense, il y en a au moins 2. Premièrement, l'acte de défense doit constituer l'unique solution pour se soustraire au danger. Ensuite, la riposte à l'agression doit être actuelle, voire imminente, et elle doit être absolument nécessaire. Elle doit intervenir ni avant ni après, comme dans l'exemple que tu m'indiquais tout à l'heure, ça vient après, 2 jours après. Deuxièmement, l'acte de riposte doit être en propension avec la gravité de l'agression. Donc par exemple, une personne... Alors si ma fille une gifle aussi. Ouais, ou si la personne a donné... Non, une gifle, un coup de poing, tout dépend. Ça doit être proportionné, mais si par exemple on reçoit une gifle et qu'on donne un coup de couteau... Oui. Là, c'est disproportionné. Et si je reçois une balle et je donne un coup de couteau? Alors, là, limite, ça va être ça va être une question d'appréciation, parce qu'effectivement, je reçois un coup de couteau. Après, ça va dépendre aussi où sera dirigé le coup de couteau. Bon, ça va dépendre de la situation, effectivement, parce qu'on est sur arme à feu, arme blanche. Oui. Donc ça, voilà, ça peut être, ça va être soumis à appréciation de toute façon. Qui doit prouver la légitime défense? Alors, la Cour de cassation considère que c'est celui qui invoque la légitime défense qui doit en rapporter la preuve. Oui. Et ce principe de la charge même de la preuve, est-ce que ça connaît des tempéraments? Est-ce que c'est adaptable? Comment c'est? Oui, en fait, la charge de la preuve connaît 2 exceptions. Donc, le législateur l'a posé à l'article 122-6 du Code pénal. Donc, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est lorsqu'il s'agit de repousser de nuit l'entrée d'un individu par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. Oui. La deuxième hypothèse, c'est lorsqu'il s'agit de se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Oui. Dans ces 2 cas, la victime est affranchie de la charge de la preuve. Néanmoins, la preuve contraire pourra toujours être rapportée, par exemple s'il n'y avait pas nécessité ou si la riposte n'était pas proportionnelle à l'attaque. Mais est-ce qu'on peut parler d'effet même de la légitime défense Les conséquences, oui. Si effectivement on reconnaît qu'il y avait bien légitime défense, ça aura des conséquences sur justement, sur justement la sanction pénale. À savoir que la légitime défense, lorsqu'elle est établie, elle a pour effet de profiter à tous les participants, auteurs, co-auteurs ou complices, et qui ne pourront pas se voir sanctionnés pénalement. D'accord? Ensuite, si justement il y avait eu des demandes indemnitaires pour justement suite à cette riposte, la personne elle a eu peut-être un préjudice moral ou un préjudice corporel ou autre, et le fait qu'on aura établi la légitime défense, elle aura une fin de non-recevoir à toute action en dommages et intérêts. Donc la légitime défense aura 2 avantages si elle est reconnue, à savoir que la personne ne pourra pas être sanctionnée pénalement et on ne pourra pas lui demander de dommages et intérêts. Alors, je portais mon drapeau, il m'a giflé, et puis quand je réagis, je lui fais un croche-patte, il tombe et il meurt. C'est un cas, ça peut arriver. Oui, il y a des... C'est sans intention, c'est un meurtre sans intention de la donner. Oui, est-ce que c'est de la légitime volontaire? Toujours dans le cadre de la légitime. Alors là, effectivement, il y a eu un coup de pied, c'est ça? Oui. Il y a eu un coup de pied, donc la personne, elle riposte en donnant une claque, la personne tombe et elle meurt. Oui. Donc là encore, il faudra déterminer est-ce que la riposte était proportionnée à l'attaque? Est-ce que la personne, elle avait
pour seul moyen d'action, pour se défendre, de donner une claque. Parce que effectivement, lorsqu'on est dans une situation de légitime défense, par exemple, si on nous attaque, on peut très bien, en fonction de où se trouve l'agresseur, on peut prendre la fuite. Parce que la légitime défense, c'est si on n'a pas d'autre moyen de se défendre. Donc c'est ça qu'il faudra déterminer. D'accord. Ok, maître, c'est bien à savoir, surtout en cette période, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, il est 13h45, on va tout de suite revenir sur hier soir, parce que hier soir c'était l'ouverture du festival Nouveau Regard, 5e édition. Il y avait la projection d'un film, qui était intéressant. Et bien sûr, Stanley Manicourt était sur place, il a recueilli quelques interviews, on regarde. L'ouverture de la 5e édition du festival Nouveau Regard, qui est un festival de cinéma qui est en Guadeloupe depuis 5 ans. Voilà, donc on lance ce festival aujourd'hui pour cette année avec nos partenaires, nos invités, les participants à la compétition. Donc c'est un bel événement culturel. Voilà, c'est le moment de se retrouver aussi et tout ça autour du cinéma. Les bonnes surprises que nous réservons à notre public pendant ces quelques jours. Voilà. Il y aura de nombreuses surprises que je ne peux pas dévoiler là maintenant parce que ça se vit. C'est comme le cinéma, c'est une immersion. On vit et on respire le cinéma. Ce soir, c'est vraiment la présentation du lancement. C'est-à-dire qu'on va remercier surtout nos partenaires de nous avoir aidés à ouvrir cette édition. Et puis on va avoir un film qui vient des Pays-Bas, mais la réalisatrice est originaire d'Aruba. Donc en fait, on va découvrir un film inédit qui est une avant-première sur le plan national, puisqu'il n'est pas sorti en France encore. Et c'est un film qui a été sous-titré pour le festival uniquement. Et donc c'est un film qui est extrêmement divertissant, extrêmement pétillant. Et on l'a choisi parce que même si c'est un film qui géographiquement est éloigné de nous, sur le plan culturel, parce qu'en fait c'est un jeune qui va se retrouver avec sa famille autour pour le porter un peu. Et c'est une famille caribéenne, donc d'Antigua si je ne m'abuse. Donc voilà, donc ça va être ce film-là en projection. On va aussi parler des prix, des jurys et également il y aura bien entendu les discours des officiels, comme d'habitude. Dès demain, les projections s'enchaînent pour le grand public avec des films caribéens, des films internationaux, ici même au Palais de la Culture Félix Proto, mais également dans 2 lieux qui sont des lieux insolites pour le cinéma, puisque le lieu c'est Vallombreuse et Zévalos. Donc il faut suivre le programme qui est sur le site internet, les réseaux sociaux, on est partout, on peut nous trouver partout. Et le programme est à télécharger en ligne et toutes les bandes annonces sont également en ligne. J'en parle pas parce qu'ils sont déjà complets, mais nous avons des ateliers de professionnels qui ont commencé depuis hier autour de la direction d'acteurs. Nous avons également un atelier autour du bruitage et puis un atelier autour de la photographie du son. Voilà, on vous attend et puis on a vraiment essayé de faire en sorte que ce soit un cinéma d'émotion pour plaire au plus grand nombre. Voilà, ça a commencé hier soir, ça continue ce soir et jusqu'au 10 avril. Si vous n'avez pas vous avez quand même le site et puis vous allez sur le site Nouveau Regard, etc. Et vous pouvez savoir ce qui se passe. Ce soir, il y a un film qu'on a reçu hier, la réalisatrice s'appelle Sarah Demonio. Elle présente un petit film, un court-métrage qui s'appelle Échabine sur le harcèlement. Ça peut intéresser certaines personnes qui ont été harcelées dans leur vie, des femmes, et donc à voir ce soir. Bien, on reste dans le domaine de la culture. On va tout de suite partir avec notre ami Sandy 2. Et c'est, vous savez déjà, c'est son show, comme d'habitude, le jeudi. C'est parti. Sandy, bonjour. Bonjour Danick. Bonjour à tous. Quoi de neuf aujourd'hui? Et qui aujourd'hui? Qui? Voilà, puisque là nous sommes habitués. Là. Oui, chaque jeudi on reçoit quelqu'un d'important. Oui, c'est ça. Oui. Alors aujourd'hui, donc la rubrique va être concentrée plus ou moins sur l'actu showbiz. Je reçois une légende vivante, autrement dit en potomitan à Kiltila.
Et qui me laisse ça? Qui me laisse ça? Monsieur Marceau Sembelec. Bien, bonjour Marceau. Bonjour. Un content, ouais. Ah ouais, moi, en chronique là. Content, là. Après tout ça, temps, il n'est pas fait là. Nous sommes très contents même. Super. Alors, est-ce que vous pouvez dire nous des petits mots à Sio? Parce qu'il y a des gens qui connaissent vous et il y a d'autres gens peut-être qui ne connaissent pas vous. Eh bien, c'est Jean-Pierre Nanon, dit Sembelec, par rapport à tout ça, nous avons fait, et puis Sembelec l'arrivée, quoi. Mais sinon, c'est Jean-Pierre Nanon, dit Marceau, quoi. Très bien. Ou n'y a pas parcours, M. Marceau. Est-ce que vous pouvez relater ça bon nous? Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? On va recevoir communiquer là, lundi. Oui. Là, nous recevons un monde sérieux là. Oui. Bon, petit morceau à parcours là, c'est pour nous, nous avons des jours. Hein, après 45 ans, après 45 ans mouvement, ben, nous pouvons dire des petits bitins. Ouais. Bon, ben, musique là, partie après l'école. Après l'école, en la rue, la musique là, partie avait rencontré Bandel Lélin, Adi, Michel, rencontré tous ces bougassans, les boulevards là, comme Maman Lélin. Et c'est de là l'histoire en moins partie. Après, nous monter des irades. Avant de monter des irades, nous déjà qu'à jouer quand même en boulevard là, un peu tout partout la pointe. Et puis, quand ça vient faire un bitin vraiment bien avec tambour là, nous participons des irades. Nous étions 2 ans et demi. Et puis, à la suite de ça, Chimela fête, quoi. Vraiment, parcours d'année. Mais oui, en tout cas, il dit Désirade, c'était Takuta, c'est ça? Takuta. Mais quand Takuta Divini. Quand Takuta Divini. Non, Takuta toujours là, voilà. D'accord, ok. Takuta pas en action. Oui, Takuta là. Oui. Ah non, mais j'ai franchement agréablement surprise. Un professeur, fondateur, il y a même des mouvements reggae. Oui, vraiment. Avec mon fils, d'accord. Sur la Jamaïque. Très bien. Et est-ce que vous avez mon cours jusqu'à présent? Oui, je fais des cours aussi avec des enfants. Justement, demain matin, j'ai eu un Goyave. Et les gens, ils m'appellent aussi privé par rapport à ce que je fais. Je fais des cours pour les enfants chez eux aussi. De quel âge? De 8 ans à 10 ans. Des petits, on a pu frapper. Et puis, ils peuvent comprendre. Pourquoi ils font 1, 2, 3. D'accord. Tu nous donneras tes coordonnées à l'antenne. Oui, ainsi, ceux qui veulent te contacter à cet effet pourront le faire. Alors, moi, j'ai une question. Qui différence qui t'innie entre tambour à masse, M. Marceau, et gros cas, Mounka jouant les roses? Ah ben, différence là, c'est une grande différence parce que c'est des musiques différentes. C'est des musiques différentes qui viennent trouver que nous venons recevoir petit tambour à masse. Depuis, enfin, moi, je sais que ça a sorti vers la Caraïbe, Santo Domingo, Kiba. Enfin, petit tambour là, à partir d'un tambour que nous faisons, moi, comme au la Saint-Jean, parce que c'est des Saint-Jean, nous poignons. Donc, peut-être, mais moi, toujours dans les histoires, je dis Benjamin, de les parler de ça et tout ça, a toujours dit que ce petit tambour là, ça est sorti vers la Caraïbe. Mais nous, l'arrivée ici, nous faisons tambour à masse. Comme Saint-Jean, c'est comme ça Saint-Jean développé. Nous, qui nous venons après, Moukafa, tout ça déjà fait ça. Mais moi-même, on passe ça vraiment, qui est original. Parce qu'en Afrique, même pas dit ça. Afrique, c'est plus djembé, doum, mais il n'y a pas ni tambour à masse. Donc, nous faisons développement là, à partir de Saint-Jean. Et différent, ça, quand tu veux le cas là, c'est en barrière, salaison et bois fouillé qui a fait. Et petit tambour à masse là, c'est en tôle. D'accord. Donc c'est vraiment des musiques différentes. Mais ils sont là même, ils sont là différents. Ils sont là, tout bitin là différent. Et puis sans plus, on va jouer baguette. Oui, c'est ça. On va jouer baguette. Donc, et tambour à kala, c'est vermeil. Donc c'est complètement. Mais ça enrichit nous. Oui. Parce que nous, quand on veut des musiques roots, et tambour là, nous pouvons jouer sur place. Et petit tambour à masse là, nous pouvons partir avec. Et nous voyons des boucs ici, des boucs Saint-Vincent qui viennent ici, garder carnaval en nous. Yo trouve ça prend yo même partie des masses là parce que yo ka dit comment tout ça musique ou peut marcher qu'a fait musique comme ça va yo vraiment une bonne satisfaction parce que musique là même on peut pas vraiment déplacer avec, c'est toujours sur place. Sur place, ouais. Et là tambour à masse là ça parce que rouler là. Même aussi on l'a aussi quand je jouais plastique aussi à l'époque. Oui, ça c'est tambour pour ton arrivé. C'était bon. Tiré chaud, c'est bon là. En temps tiré chaud, moi même là démarrer Riach premier à qui on nous. Là nous démarrer en tenir qu'est-ce que à Riach. À Porto tambour. Après ça mouvement tambour la vine parce que Guadeloupe là aussi son bitin qui riche. On a toujours senti musique là. Donc Porto tambour là mais déjà ni
et bon ma salaison, c'est vers ça la plupart du temps, ils ont commencé. Et après ça, nous, par la perfection, nous venons faire tambour. Mais Guadeloupe riche. Effectivement. Mais justement, qui j'en vivent ces 2 dernières années-là, où pas vraiment ni carnaval, qui j'en vivent ça, en tant que Mounakio? Bon, moi, au départ, moi, les Guadeloupe, vraiment, ça n'a pas tourné, moi, en partie. Moi, fils à moi, nous toujours tourné en Suisse, moi, en Italie, dernièrement, là. Pas mal de côtés. Mais c'est-à-dire, ici, en Suisse, il n'y a pas fermé. En Suisse, il a laissé tout le bitin ouvert. C'était fête ça à la rentrée. Tout partout, quand nous faisons des festivals là, mois passé, c'était ça à la rentrée. La Suisse pas fermé rien. En train là, le cas rentré, il a commandé Tessa, ça qui est ici portable, et il a dit mettez masque. Mais il n'y a rien pas de freiner. Alors ça qui fait moi arriver des petits brins. Et c'est pour ça justement on a parlé de festival Marie-Galante là hier. En Cadie, ça était une occasion quand il a fait un festival local. Avant d'écrire international, parce que les musiciens ne peuvent pas voyager à l'air. Et ils ne peuvent pas vraiment voyager. Même si ça m'a dernièrement pu rentrer ici, ils ont demandé un paquet de billets. Ah ouais, d'accord. Bon, mais il est rentré, comme on est malade, on fait docteur là dans mon papier, il est rentré. Mais sinon, ici, là, pour musiciens qui n'est, pour artistes qui n'est en Guadeloupe, il peut faire un festival Marie-Galante artistique. C'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée. Mais comme peut-être il n'y a pas méditer sur ça. Il n'y a pas réfléchi ça, il n'y a pas calculé ça. Mais ça t'est bas, nous en force de redémarrer. Quoi vrai, parce que nous, artistes qui ne travaillent pas 3 ans. Ah oui, ah oui. La dernière fois, on travaille, c'est nous faire un bitin Zabim, où tu étais fait de la musique. Nous faisons ça, après, ils divisent ça en télé. Donc, au cas vrai, mais ils disent, ils n'ont pas fait. On passe ça pour peut-être pas ni l'argent non plus. Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas l'argent. Ils donnent l'argent pour les veut faire, en principe. En tout cas... Moi, débat petit brin, bon, mais ça n'a pas encore vraiment démarré. À la suite de ça, même ici, pendant là, a jamais mis un petit groupe en place de 5 membres. Cosmos Drums. C'est qu'à faire un cas jouer de petit côté, doucement. Doucement, posément. En tout cas, nous avons rendez-vous. Oui, normalement, à la répétition. Voilà, ça va se savoir. Mais on peut nous un petit... Un petit projet. À Tamboula, parce que nous savons que vous menez Tamboula et vous ne pouvez pas... Oui, nous avons chance là, pour une musique là. Il partit. C'est
dans SDM là. Top. Il belle. Excellent. En tout cas, c'est un avant-goût. Ah, c'est un Parce que avant-goût. moi, en tout cas, j'ai déjà pris mot. Nous apprenons mot. Nous n'y rendez-vous. Après, local là. La raille danser à présent. Ah, ouais, danser. Ah, ben. Voilà, oui. Donc voilà, en tout cas, c'était la chronique S2M. Merci, je recevais en tout cas un personnage emblématique, une légende vivante, Marceau Sembelek. Ouais. Donc je vous demande de rester connectés. Nous avons rendez-vous jeudi prochain, Danick, avec un nouvel invité. N'hésitez pas à vous abonner. On note gros morceau encore. On note gros morceau. Nous bon radien. Pas qu'à dire rien. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram Sandy Kelly officielle. Merci. Voilà. Oui, les rois, rendez-vous à 7h, 19h, 20h à Ewa où M. Marceau se produira. Voilà, merci. Okay. Eh bien, belle. Bon, merci Marceau. Merci. Nous avons fait cela. Et samedi, à donc jeudi. À jeudi. Il fait. Bye. Voilà, je vais simplement rappeler que le pasteur Mathieu appelle un rassemblement devant la mairie de Pointe-à-Pitre le 13 avril, c'est-à-dire dans quelques jours, à 16h. Dans quel but? C'est un comité de soutien suspendu pour réveiller la conscience des hommes politiques qui dirigent la République française. Celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre criera lui-même, il n'aura point de réponse. Donc rendez-vous le 13 avril, semaine prochaine, à 16h, pour aider ces mona qui ont fait là. Et j'ai dit que tout à l'heure à 14h, ça va commencer. Procès de Élie de Mota, c'est au tribunal de Pointe-à-Pitre. Pour l'instant, on ne verra pas de direct parce que ce n'est pas encore chaud. Je rappelle aussi que dans une agence d'une banque connue à Détémar, hier, j'ai assisté à quelque chose d'assez particulier. Il y avait une personne pour recevoir une vingtaine de clients. Et réellement, cette banque-là, qui est une des banques les plus riches de la Guadeloupe, devrait faire un petit effort pour avoir davantage de personnel pour recevoir les clients. Parce que là où il y a une banque là, ça, on va perdre à peu près. Puisqu'on n'a pas de temps à attendre, parce qu'il y a un seul guichet et on l'a bon qu'à attendre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle donc que nous avons reçu en début de ZCL, vous allez voir leur visage tout à l'heure, Patrick Solvay, qui est donc collaborateur de l'association Fiat Lux, mais aussi adjoint au maire de Sainte-Anne, avec Mme Sylvie Gustave Diduflo, pour une manifestation qui se fait ce week-end à Sainte-Anne, c'est le salon de l'artisanat à Manambois, Manambois. Et donc, ensuite, nous avons reçu Nathalie Chevon, la directrice de la CRES, et Amandine Lidard, responsable de Solia Agence immobilière et sociale. On l'a vu tout à l'heure, Sandy Kelly, mais on a aussi reçu Nathalie Jacobi-Coali, notre juriste du jeudi, qui nous a donné un petit aperçu de la légitime défense. Alors, on tape comme ça. Mais il faut pas même taper là, c'est ça, il y a une légitime défense, mais il faut pas aller en froid, mais il ne faut pas attendre. Et donc, ça s'est passé comme ça. Sinon, deux petits mots sur l'actualité. L'actualité, elle était sociale, puisqu'on a vu, bien sûr, ce qui se passe en ce moment. C'était ce matin, l'UGTG était en mobilisation dans le cadre du procès de Moutaï de la journée internationale contre la répression en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, tenions véritable lignage et en France. Et en ce moment, il y a une mobilisation. On a parlé de la nouvelle box 6. Elle a été présentée, la Livebox 6, pour pouvoir avoir des appels en 4G et en Wi-Fi. Et puis, on a assisté aussi à l'ouverture du festival Nouveau Regard, 5e édition. Voilà, il bout de plus de là. Donc, à des autres, merci. Proverbe du jour, à part jour, chat marché, ika, kimbirat, et c'est toujours dans 365 proverbes que le Guadeloupe disait, Manette, que nous allons recevoir bientôt pour qu'il nous parle de ça. Et c'est Odalia qui chaque jour nous envoie ces proverbes-là. Et la réalisation, c'est zéro faute aujourd'hui. C'était notre ami Yann. Nous a dit merci et on se retrouve pour les ZCL comme d'habitude. Voilà, il boot. Bye bye.